nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir 3 intervenants, comme je vous disais. Bertrand Wascal de la société ACOEM, qui vous présentera, qui vous expliquera comment améliorer la performance de votre site grâce à vos opérateurs augmentés. Arthur Cohen vous expliquera comment combiner IoT, intelligence artificielle, pour réduire les gaspillages et atteindre l'éco-efficience. Et enfin, Anthony Cadieux vous présentera comment le data et l'intelligence artificielle interviennent au service de la gestion énergétique. Voilà, donc je cède la parole à Bertrand. Je vais arrêter mon partage d'écran et lui laisser la main. Merci Sybille. Bonjour à tous et très bonne année à tous. Donc, je partage mon écran. Voilà, donc si vous me confirmez que vous voyez bien à présent la présentation s'afficher de votre côté. Tout à fait. Eh bien, super. Donc aujourd'hui, effectivement, l'objet de cette présentation, c'est de vous apporter un éclairage finalement sur comment les nouvelles technologies qui sont mises à disposition de vos opérateurs vont vous permettre d'améliorer votre éco-efficacité. Mais peut-être avant de parler d'éco-efficacité, je voulais d'abord revenir sur quelques éléments ou quelques points sur lesquels finalement aujourd'hui, on n'est pas si efficace que ça. Donc déjà, quand on parle d'efficacité ou de performance, bon, il y a des indicateurs que vous manipulez probablement déjà beaucoup chez vous, notamment avec le TRS, donc taux de rendement synthétique, ou OE en anglais, qui correspond en fait à une combinaison entre le temps d'ouverture, donc la disponibilité, la qualité des produits et la cadence. S'il y a bien une chose qui impacte finalement ces 3 paramètres, c'est la fiabilité de vos équipements. Bon, sur le temps d'ouverture, c'est évident, hein, une machine en panne peut amener à l'arrêt potentiellement de toute la ligne. Sur la qualité, oui, des problématiques vibratoires, par exemple, peuvent engendrer des problématiques qualité sur les produits. Et la cadence, effectivement, parfois, vous êtes amené à réduire la cadence si l'état de santé des équipements peut être douteux de manière à être sûr d'atteindre le prochain arrêt sans panne imprévue. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à ces pannes, finalement, c'est qu'aujourd'hui, de manière beaucoup plus large, 90% des machines n'atteignent pas la durée de vie pour laquelle finalement on a acheté et mis en service ces machines. Donc on va être en face de problèmes de mortalité infantile, donc des pannes, on va dire précoces, ou de défaillances aléatoires au cours du fonctionnement de ces équipements. Ce qu'il faut savoir également, finalement, c'est que la majorité de ces pannes auraient pu être évitées si on avait respecté les bonnes pratiques de maintenance, donc notamment le lignage de précision, l'équilibrage de précision, les bonnes pratiques d'installation et de montage, et le respect des consignes et de gestion des programmes de lubrification. Alors, un autre chiffre, aujourd'hui, c'est vrai que dans l'industrie, on applique souvent la règle des 80-20, c'est-à-dire qu'on va concentrer nos efforts sur les 20% des machines qui posent le plus de problèmes. Mais dit autrement, ça veut dire aussi qu'il y a 80% des machines, finalement, qui ne sont pas suivies avec le niveau d'attention requis et qui potentiellement représentent des gains potentiels importants, aussi bien en coût comme en consommation d'énergie, vous le verrez par la suite. Un autre point sur lequel on n'est pas forcément efficace aujourd'hui, oui, effectivement, aujourd'hui, on a des problématiques de fuite d'air dans les industries et potentiellement, parfois, vous avez peut-être investi dans un compresseur supplémentaire pour pallier en fait à ces fuites d'air, là où si vous aviez eu des solutions, peut-être que cet investissement n'aurait pas été nécessaire. Et enfin, dernièrement, je vous expliquerai en fait au cours de cette présentation comment aujourd'hui, grâce aux technologies du jour, à vos opérateurs augmentés, vous pouvez potentiellement générer des économies d'énergie dans l'ordre de grandeur d'1 million d'euros. Alors, effectivement, on parle beaucoup du 4.0. Dans les grandes lignes, en fait, qu'est-ce que ça peut changer pour vos opérateurs? Alors, premièrement, il y a un premier volet avec tout ce qui est intelligence artificielle. Il y a vraiment des applications qui aujourd'hui sont disponibles, qui sont utilisables par vos opérateurs grâce aux nouvelles solutions d'intelligence artificielle. C'est vraiment des nouvelles capacités qui, par le passé, n'étaient accessibles qu'à du personnel expert dans certains domaines. L'autre intérêt, c'est que ça va permettre d'obtenir une prise en main grandement facilitée des différentes solutions, mais ça va aussi leur permettre d'obtenir un gain d'efficacité dans leurs opérations du quotidien.
Le deuxième grand volet, on va dire, c'est l'ergonomie avec le virage, on va dire, des solutions vers les appareils mobiles standards, que ce soit des smartphones, des tablettes, qui permettent, parce que tout le monde est familier finalement avec l'ergonomie qui en découle, une prise en main très rapide, qui fournit des apps aujourd'hui finalement résolument visuelles, qui permettent de beaucoup mieux guider l'utilisateur avec des interfaces également très intuitives, et qui au final va permettre de réduire le besoin de formation pour que les opérateurs soient efficaces avec ces nouvelles solutions. Et enfin, il y a également tout ce qui concerne la connectivity cloud, ou si vous avez assisté au précédent webinaire animé par Aliment, il y a la possibilité notamment d'accéder à des services supplémentaires, comme accéder au support distant, par exemple de votre constructeur, pour vous aider à prendre des décisions sur la conduite ou la maintenance de vos machines, ou à des experts du métier. Ça peut être l'accès aussi à des fonctions supplémentaires, à des fonctions d'intelligence artificielle supplémentaires sur le cloud, à permettre de mieux exploiter les informations historiques qui n'étaient pas forcément facilement accessibles auparavant, mais aussi d'avoir un meilleur partage entre utilisateurs qui travaillent finalement sur des mêmes machines, et de permettre aussi d'assurer de la continuité de service, surtout lorsqu'on a des présences sur site réduites comme en période de Covid. Donc pour continuer cette présentation, en fait, je vais illustrer en fait comment tout ça, ça peut se matérialiser en gain au niveau de l'éco-efficacité au travers donc de 3 exemples. Un premier avec le lignage d'arbres. Alors déjà, on va préciser un peu de quoi parle-t-on quand on parle de lignage de précision. Donc là, vous avez une photo un peu exagérée qui illustre le phénomène. C'est-à-dire que lorsque vous installez vos machines après réparation, enfin initialement ou après réparation, etc., donc il y a le moteur qui va entraîner un composant. Et si les deux composants ne sont pas parfaitement alignés, ça va en fait entraîner des efforts supplémentaires sur ces différents composants qui sont pas prévus d'être supportés par le design des machines, qui vont avoir deux effets. Déjà, un, ça va entraîner une consommation énergétique supplémentaire, mais deux, pour vous donner une idée, parce qu'on parle vraiment de lignage de précision, un lignage donc, de 5 minutes, donc, qui peut nous paraître vraiment infime, peut en fait, en réalité, réduire jusqu'à 50% la durée de vie du composant, parce qu'effectivement, ça génère des efforts supplémentaires qui vont entraîner d'autres défauts, que ce soit sur les joints, sur les roulements et autres, et qui vont générer des pannes beaucoup plus précoces que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, pour pallier à ces problèmes, effectivement, il y a des solutions de lignage de précision qui existent. Alors, j'allais dire depuis déjà longtemps, hein. À Coem, on propose des solutions de lignage depuis 1984. Donc aujourd'hui, hein, la référence, on va dire, sur le marché, c'est vraiment les solutions de lignage laser qui apportent vraiment ce niveau de précision, mais qui également permettent au travers des logiciels, en fait, des interfaces, comme là, vous voyez à l'écran, de guider l'utilisateur tout au long du process et d'éviter les erreurs de lecture comme vous pouvez avoir sur les plus anciennes technologies. Donc, qu'est-ce qui est nouveau finalement par rapport à ça? C'est effectivement, d'une part, on a le virage sur la tablette, sur les appareils mobiles, avec des interfaces vraiment faciles à prendre en main, qui permettent aussi de facilement embarquer le personnel avec les jeunes qui arrivent dans vos usines, avec un guidage visuel vraiment très donc voilà, des interfaces vraiment faciles à prendre en main qui permettent de réaliser moins d'erreurs durant le process et donc de gagner du temps pour l'opérateur. Mais également, ce qui est illustré là à l'écran, en fait, la petite sonde que vous voyez, c'est une petite sonde qui là aussi est connectée en Bluetooth à soit un smartphone ou une tablette qui vous permet de réaliser des petites vérifications, ce qu'on va appeler les étapes de pré-alignement, avant de réaliser un lignage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on tombait sur une machine qui était difficile à aligner, c'était dans la plupart des cas parce qu'on était en présence de problèmes, par exemple un phénomène de pied boiteux, du jeu dans l'arbre, etc., qui font qu'il est très complexe, tant qu'on n'a pas résolu ces problèmes, d'aligner correctement la machine. Et donc là, en fait, on a, plutôt que de laisser les utilisateurs passer des heures et des heures sur des machines à essayer de l'aligner correctement, alors qu'il n'y arrivera pas parce qu'il y a ce problème qu'ils n'avaient pas forcément identifié, là, il y a cette petite sonde au travers là aussi d'interface très visuelle qui permet en quelques minutes
de bien vérifier qu'on ne sera pas en face de ces situations, ou si on est en face, de les corriger très rapidement pour derrière faire un lignage donc plus rapide, plus efficace. Et donc, maintenant qu'on a des solutions vraiment mises à disposition d'un plus grand nombre d'utilisateurs qui vont permettre de réaliser des lignages de manière plus rapide, donc c'est-à-dire aussi donc plus rapidement, plus facilement, donc in fine d'aligner plus de machines. Je reviens à la règle des 80-20 qui était citée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec le même temps, le même nombre de personnes, on peut adresser plus d'équipements. Ça va immédiatement impacter la performance industrielle, puisque finalement, aujourd'hui, il y a 50% des défaillances prématurées qui sont liées à l'origine à des problèmes de lignage, et y compris des problèmes de roulement. Là, par exemple, je cite une étude SKF en fait, qui détaille les causes de défaillance de roulement, et pour la moitié, en fait, on trouve leur origine liée à des problématiques d'un mauvais lignage qui en fait a généré là aussi des efforts supplémentaires qui ont entraîné d'autres problèmes. Donc, mais les problèmes de lignage sont vraiment à l'origine de 50% des cases qu'on va observer au final. Et donc, le fait d'avoir un parc de machines mieux aligné, ça va également vous permettre d'allonger la durée de vie de ces composants. Et donc, c'est pas tout. Effectivement, l'objet de ce webinaire, c'est finalement quel est l'impact sur l'efficacité énergétique de ces actions. Donc c'est très facile de comprendre finalement qu'une machine délignée, donc il y a des efforts supplémentaires, donc ça va consommer plus. Après, on va trouver des études sur Internet qui vont montrer différents résultats, qui dans les faits en fait dépendent fortement de l'installation sur laquelle on a mesuré ces résultats et de l'état du parc initialement. Mais donc certaines vont montrer des résultats qui vont jusqu'à 10% d'économie d'énergie, et les plus sévères ou les plus conservatrices finalement affichent au minimum quand même 1 à 2% d'économie d'énergie. Une autre référence, par exemple, le Roi Sommer, donc, qui affiche des gains d'énergie de 1 à 5% sur les moteurs grâce au lignage. Donc, c'est une étude où il citait également d'autres leviers d'amélioration, mais concernant le lignage, 1 à 5%. Donc, si on se met finalement dans l'hypothèse la plus conservatrice, c'est-à-dire 1% d'économie d'énergie, qu'est-ce que ça représente au final? Donc là, j'ai pris un exemple pour vraiment juste se faire un ordre de grandeur. Un moteur donc triphasé, 400 volts, qui fonctionne presque toute l'année, donc 8400 heures par an, à 50 ampères, avec un kilowattheure à 8 centimes. Si on parle d'une réduction de 1%, donc 1% d'économie d'énergie, donc on parle d'une économie de 0,32 kWh. C'est-à-dire à l'année, ça va représenter un peu plus de 200 € pour cette machine uniquement. Après, évidemment, vous n'avez pas qu'un moteur dans vos usines. Donc, si on regarde ce que ça pourrait donner à l'échelle de 100 moteurs de même puissance, on est déjà sur plus de 20 000 € annuels avec cette hypothèse base de 1% d'économie d'énergie, sachant qu'en fait, on n'a strictement rien changé à votre installation. Au final, on a dégagé donc 20 000 € d'économie d'énergie juste en respectant les bonnes pratiques de maintenance. Et donc, effectivement, dès qu'on se projette un peu plus, sur 5 ans, ça fait déjà plus de 100 000 €. Donc, finalement, c'est pas rien, sachant que là, on est à nouveau sur l'hypothèse de basse d'1% d'économie d'énergie. Si maintenant, vous êtes plutôt sur la fourchette haute, vous multipliez par 10, ça veut dire qu'à 5 ans, vous êtes déjà à plus d'1 million d'euros finalement. Donc, voilà, c'est vraiment une source, un véritable levier qui est disponible tout de suite, activable immédiatement, de mettre en place ces problèmes de lignage de précision sur vos machines afin de dégager des économies d'énergie qui peuvent être conséquentes. Le deuxième exemple que je voulais aborder avec vous, ça concerne le diagnostic à réception. Donc, je parle de diagnostic, c'est diagnostic vibratoire. Historiquement, on va dire l'analyse vibratoire, on se dit c'est plutôt dédié aux experts, on n'est pas capable de faire ça, etc. Aujourd'hui, dans les faits, il y a vraiment des solutions basées sur l'intelligence artificielle qui vont permettre à un opérateur qui n'a pas du tout niveau d'expertise en vibration, très simplement, avec sa tablette, son smartphone, un capteur sans fil qu'on voit là à l'écran, de réaliser un diagnostic automatique. Et comment est-ce qu'on peut l'utiliser effectivement pour améliorer finalement l'efficacité des process? Tout simplement, par exemple, déjà, ne serait-ce qu'en faisant des tests d'acceptance à réception des travaux, après réparation, ne serait-ce que pour vérifier que la réparation a bien été réalisée comme prévu, que la machine a bien été remise en service avec les bonnes, par exemple, côté que la lubrification a été bien réalisée, etc. Et ça vous permettra d'éviter les casses au redémarrage. Alors,
au démarrage, soit immédiatement au démarrage, mais de manière plus générale, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, une fois que vous avez fait une réparation, vous attendez pas à ce que quelques semaines plus tard, ça casse à nouveau. L'idée là, c'est vraiment de vous permettre d'éviter les temps d'arrêt supplémentaires liés à ces casses qui n'étaient pas prévus, améliorer la disponibilité et également éviter les rebuts ou aussi l'énergie nécessaire au recyclage lorsque du recyclage est possible. Et donc là, effectivement, un autre chiffre, alors là, ça ne sort pas d'une étude, hein, c'est juste un constat personnel, c'est que 100% des clients, finalement, avec qui j'ai échangé, qui effectuent des tests à réception, ont déjà trouvé des non-conformités. Et voilà, pour tout vous dire, j'avais également participé à une formation sur la fiabilité avec une quarantaine d'industriels dans la salle. Sur les 40, il y en avait 10 qui effectivement n'avaient pas encore mis en place de tests à réception. Et quand ils ont vu que donc les 30 autres qui effectuaient des tests à réception avaient bien trouvé des problèmes, j'imagine bien qu'en rentrant chez eux, ils ont dû mettre en place immédiatement ce type de contrôle qui, pour le coup, maintenant, avec les nouvelles technologies, est vraiment très accessible à tous et simple à mettre en œuvre. Et donc enfin, pour conclure cette présentation, je souhaitais illustrer les capacités d'amélioration de l'éco-efficacité sur une autre thématique qui est la détection de fuites d'air avec des nouvelles technologies ultrasons. Alors c'est vrai que quand on parle d'ultrasons, vous avez peut-être l'image un peu d'un expert avec son casque et puis tous ces accessoires un peu comme pour aller à la chasse aux soucoupes volantes. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ce niveau de technologie. Il y a de nouvelles caméras visuelles vraiment très simples à prendre en main, à utiliser, qui permettent déjà à des opérateurs qui ne soient pas experts de les utiliser, qui vont permettre un gain de temps énorme, mais également une meilleure détection parce qu'elles sont bourrées de microphones et que le résultat est vraiment très visuel, qui va permettre de limiter les risques de rater des fuites. En plus, il y a des solutions comme celle de FLIR qui, au travers du rapport qui est fourni dans l'accès cloud, vous permettent directement de valoriser, donc c'est-à-dire avoir affiché le coût des fuites en euros finalement. Tiens, j'ai détecté une fuite, non seulement vous voyez où elle est, mais en plus vous voyez combien elle vous coûte par an. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation, facile à déployer, ça vous apporte un retour immédiat sur les gains que vous pouvez générer. Et donc voilà, pour information, donc ACOM est distributeur de FLIR en France. Là, ce que vous voyez sur la photo, c'est la nouvelle caméra FLIR, la S624. Mais à la limite, vous n'êtes pas forcément obligé d'investir dans ce produit. Si vous le souhaitez, on est capable aussi de vous proposer un audit de vos installations sur site pour que vous fassiez une idée des économies qui sont réalisables pour votre site si cela vous intéresse. Voilà, donc j'en ai fini pour cette présentation, hein, donc qui sera, comme le disait Sybille en introduction, disponible en replay après le support. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on se fera plaisir hein, de répondre ou revenir vers vous si on n'a pas le temps de les adresser en séance. Merci bien. Merci beaucoup Bertrand, merci pour cette présentation très intéressante. Oui, donc n'hésitez pas à poser vos questions soit sur le fil de chat, soit directement. Vous avez les coordonnées des intervenants dans leur présentation qui vous seront diffusées à l'issue de ce webinaire. Donc je passe la parole à Arthur de la société eNews. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, les deux. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Bonjour à tous. Voilà, donc Arthur Cohen, je suis responsable marketing communication chez News. On va parler aujourd'hui donc la combinaison de l'IoT, donc la collecte de données d'équipements industriels et leur combinaison avec l'intelligence artificielle pour aider finalement les sites industriels à réduire les gaspillages et atteindre l'éco-efficience. La mission qui anime News depuis sa création, c'est finalement de permettre aux industriels de créer des réponses digitales aux différents problèmes de l'usine et plus particulièrement aux problèmes d'éco-efficience. Ce qu'on entend par éco-efficience, ce sont deux grands aspects. C'est d'une part l'efficacité opérationnelle qu'on peut avoir au sein d'une usine et qui va se concrétiser notamment à travers des gaspillages en temps qu'on peut avoir, donc des indisponibilités de lignes de production par exemple, et en complément les pertes qu'on peut avoir au niveau du process de production sur l'utilisation des matières premières ou de l'eau par exemple, des produits chimiques ou de l'énergie
dont on peut avoir besoin au cours du processus de production. On va se rendre compte que ces deux aspects sont souvent très intimement liés, que quand on agit sur l'un, on agit aussi souvent sur l'autre. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'y arriver. En tout cas, la manière d'aujourd'hui dont on adresse ce sujet, c'est à travers une plateforme d'IoT industriel, donc on appelle le DCI Hub, c'est l'amélioration continue digitale au sein de l'usine. Cette plateforme-là s'occupe de la collecte des données sur laquelle on vient ensuite créer des business applications qui viennent répondre aux différentes problématiques métiers. Chaque problème métier va faire l'objet d'une application ou d'un service connecté spécifique au sein de cette plateforme-là, qui a la particularité finalement d'inverser le paradigme de l'amélioration continue, où c'est la machine qui, par l'intelligence qu'on va lui donner, va pouvoir donner des recommandations aux opérateurs, aux techniciens, aux managers sur les sites de production pour justement répondre à ces problématiques d'éco-efficience. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Finalement, l'idée, c'est de pouvoir augmenter l'opérateur, le technicien ou le manager sur le site de production finalement, en couplant tous ces différents services connectés au sein d'une seule et même application web. Et c'est ainsi qu'on peut se retrouver avec différents exemples, finalement, de messages intelligents qui viennent aider les acteurs du terrain à prendre de meilleures décisions. Alors nous, aujourd'hui, on intervient sur différents types de sujets, que ce soit sur vraiment du suivi de production, donc TRS par exemple, mais aussi sur des problématiques de maintenance. Vous avez l'exemple à gauche sur, par exemple, des problématiques de maintenance prédictive, avec les capacités de pouvoir prédire des pannes, mais aussi des problématiques plutôt d'optimisation de process. Et bien évidemment, chaque industrie a ses process spécifiques et nécessite une expertise dédiée. Et l'objet de cette présentation, ça ne va pas forcément être justement de vous présenter un cas sur l'industrie papetière, mais de vous donner un éclairage avec un cas d'usage qui pourrait faire écho à vos problématiques à vous. Mais là, en l'occurrence, qui est assez utilisé dans l'industrie process en général, donc dans l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, chimique, qui concerne ce que vous avez à droite, donc les CIP, ce qu'on appelle les nettoyages en place. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail des nettoyages en place, mais juste pour vous donner l'idée de ce que c'est. Les nettoyages en place, finalement, consiste c'est le nettoyage systématique des équipements et des tuyauteries entre différents batchs de production, tout simplement pour éviter la contamination entre un lot A et un lot B d'un point de vue bactériologique. Il faut savoir que ce processus de nettoyage, c'est un processus qui est très fréquent. On peut avoir jusqu'à 250 nettoyages dans une laiterie, par exemple, de taille moyenne. Et puis, ces nettoyages, ils sont régis par ce qu'on appelle des recettes. Et ces recettes-là, elles sont souvent un peu dans le marbre, elles sont figées, puis on peut en avoir un très grand nombre aussi sur un site de production. Ces recettes-là, si je rentre pour vous donner un peu un exemple un peu plus concret, une recette, ça se divise en différentes phases. Je ne vais pas forcément entrer dans ce détail-là, mais il s'avère que sur ces différentes recettes-là, bien souvent, elles sont programmées pour pouvoir laver les équipements les plus difficiles avec les conditions les plus difficiles. Mais en fait, il s'avère qu'en réalité, on peut largement les optimiser. Et là, sur ce qu'on voit, c'est un profil de nettoyage. Ce qu'on a, en fait, finalement, les petits encadrés en bleu représentent finalement toutes les durées qu'on peut aller grappiller au cours de ces nettoyages. Parce qu'en fait, finalement, ces nettoyages, ils ont l'avantage de pouvoir, bien évidemment, s'assurer que la production est conforme au processus qualité établi, mais ce sont des périodes où, bien évidemment, on ne produit pas, donc on perd du temps, d'une certaine manière, par rapport à la disponibilité de la ligne de production, mais c'est aussi une source de consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques extrêmement importante. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, typiquement dans le cas que je vous présente ici, l'optimisation de ce processus qui peut sembler annexe par rapport au processus de production vient directement agir sur l'éco-efficience du site de production. Et c'est ça qu'on va chercher à optimiser, puisque
Si on cherche à optimiser ça de manière manuelle, ça peut être extrêmement fastidieux. Et tout l'enjeu est bien là, parce que comme je vous ai dit, il peut y avoir 250 nettoyages sur un site de production par jour, plusieurs dizaines de recettes à optimiser. Et ce qui fait que, en fait, finalement, tous les petits gains qu'on va aller chercher, qu'on va pouvoir aller chercher, ils sont extrêmement nombreux. Ils vont se diviser. Il va y avoir autant de gains qu'on va avoir de lignes de production, d'équipements à nettoyer, de recettes, de phases, et on va pouvoir aller grappiller du temps sur chacune de ces phases de nettoyage. Si vous cherchez à faire ça de manière manuelle, c'est quelque chose qui va être extrêmement fastidieux. Et tout l'intérêt aujourd'hui de pouvoir cumuler et coupler l'IoT et l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir d'une part par l'IoT collecter les données en continu. Donc vous vous affranchissez déjà d'une première partie qui est assez fastidieuse de collecte, et vous assurez déjà une collecte qui est continue, mais aussi une partie après d'intelligence qui va donner la capacité, finalement, grâce à une intelligence artificielle, donner la capacité à cette application de faire des recommandations automatisées sur, sur telle recette, on va faire des recommandations sur des phases qu'on va pouvoir optimiser et réduire. La réponse qui a été donnée à cela, par rapport à cet enjeu-là aujourd'hui, ça a été de coupler aujourd'hui notre application avec un capteur optique. Donc là, c'est un capteur qui est spécialisé dans ce cadre de cette problématique-là, qui permet de pouvoir justement détecter les phases qui sont trop longues et pouvoir, sur un temps long, effectuer des recommandations auprès des acteurs sur le terrain pour pouvoir réduire ces différentes phases de nettoyage. Pour vous donner un exemple de ce que ça peut apporter comme résultat, donc typiquement à l'échelle d'un site de production, donc là on est sur un site de production de produits laitiers. Ce qu'on a permis de réaliser en mettant ce type de solution-là, c'est de réduire en moyenne la durée de ces nettoyages-là de près d'1 heure. Donc c'est-à-dire que ça fait 1 heure de production complémentaire. Donc là, on a un premier levier dans cette éco-efficience qui est activé, qui est vraiment celui de la performance. Et le corollaire direct de ce gain de temps de production supplémentaire, c'est bien la réduction d'eau qui est associée à ça, qui est de l'ordre de 20%. Alors, en l'occurrence, dans l'industrie laitière, c'est un indicateur de performance extrêmement important puisque vraiment tous les grands groupes laitiers suivent le nombre de litres d'eau qui sont utilisés pour produire 1 litre de lait, par exemple. Et là, typiquement, on est vraiment dans cette illustration de l'impact qu'on peut avoir sur les coefficients en couplant IoT, intelligence artificielle. Bon. Donc là, vous me direz, OK, mais par rapport à l'industrie papetière, parce que l'idée et la vocation aujourd'hui de la solution qu'on propose, c'est de pouvoir permettre aux industriels de pouvoir simplement construire leurs solutions connectées qui vont répondre aux problématiques qui sont spécifiques à leur cas d'application au sein des sites de production. Et c'est finalement proposer ce qu'on appelle vraiment un guichet unique d'une certaine manière où vous allez pouvoir mener à bien un projet d'IoT industriel avec le service, l'application business qui correspond pour pouvoir répondre à ce sujet-là. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans la collecte de vos données de production, où vous cherchez à les collecter et à les exploiter en ce sens pour atteindre votre éco-efficience, on a cherché à simplifier l'ensemble du processus de mise en œuvre de ce type de projet, que ce soit donc depuis, tout ça s'appuie donc sur une infrastructure qui est cloud, qui se veut également qui respecte les standards de sécurité et qui est déjà adapté à la collecte, en tout cas à la collecte de données industrielles avec des connecteurs natifs, que ce soit que vous collectiez les données depuis des gateways IoT, que vous mettiez vos propres sensors, comme vous avez pu le voir dans l'exemple précédent, en prenant en compte les protocoles de communication standards de l'industrie, tels que MQTT et OPC-UA, des capacités de stockage et de calcul qui sont bien évidemment inhérentes à ce type de projet, puisqu'on vient collecter quand même un certain nombre de données qu'il faut ensuite analyser. Gérer également l'ensemble des assets et des utilisateurs. Typiquement, un industriel va falloir déclarer des sites de production, des lignes, des machines. Quels sont les utilisateurs qui vont avoir accès à tout cet environnement? Et puis, bien évidemment, la partie algorithmie. Alors là, je vais mettre un peu l'accent là-dessus, puisque souvent on parle d'intelligence artificielle comme des algorithmes qui sont un peu en mode boîte noire, difficiles à appréhender, et qui sont souvent aussi la source d'échecs de projets d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les algorithmes qu'on vient créer au sein de l'application s'appuient principalement sur des règles métiers.
l'exemple que je vous ai donné juste avant sur les nettoyages sont tout simplement issus de l'application d'optimisation de règles métiers qui sont connues d'experts qui connaissent ce processus de nettoyage en place et qu'on a finalement digitalisé au sein de l'application et automatisé, on a automatisé le traitement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on crée des services connectés qui s'appuient sur la création de règles métiers au sein de l'application et tout ceci dans un environnement qui se veut no-code, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'être développeur pour pouvoir créer ces algorithmes-là. Voilà, ça c'est un point qui est extrêmement important et qui rend finalement accessible ce type de technologie à des industriels qui aujourd'hui n'ont pas forcément les compétences. Néanmoins, je pense que certains d'entre vous ont peut-être des équipes avec des gens qui déjà manipulent la donnée au sein de leur entreprise. Nous avons intégré également ce qu'on appelle des notebooks. Alors, ce sont des outils qui permettent de faire de l'analyse avancée de jeux de données assez vastes, donc des notebooks Python. Et là, on va dire que ça s'adresse plutôt à des populations de type data scientist et qui permettent d'aller plutôt sur des modèles un peu plus loin quand on ne veut pas appliquer de règles métiers, mais quand on cherche plutôt à créer des algorithmes de prédiction, par exemple, de la prédiction de panne. Voilà. Donc ça c'est intégré également à cette démarche-là, de telle sorte à pouvoir je dirais, gérer l'ensemble du projet du début à la fin. Et la fin, ce sera mon dernier slide et c'est sûr, parce que là, finalement, on a simplement collecté les données, créé l'intelligence. Ce qui est intéressant et le plus utile aussi sur le terrain, c'est de pouvoir restituer cette donnée-là. Eh bien, ça a de la capacité à pouvoir finalement créer sa propre application d'une certaine manière web à destination de son site, des sites de production, des personnes qui sont au sein de l'usine. Donc l'application intègre ce qu'on appelle un app builder qui permet de pouvoir customiser page par page l'ensemble des visualisations qu'on peut mettre à disposition, des recommandations auprès des acteurs sur le terrain. Vous avez différents types, des dashboards, des vues synoptiques, des séries temporelles ou simplement des systèmes d'alerting assez simples. Ce qui fait qu'il y a une couverture de l'ensemble de la chaîne, depuis la collecte jusqu'à l'instruction qui est donnée auprès de l'opérateur, et tout ceci dans un environnement qui se veut accessible et no-code, c'est-à-dire sans avoir besoin de développer une ligne de code pour cela. J'en ai fini pour cette présentation. Voilà. Donc, si vous êtes dans ce type de réflexion-là, ça peut être intéressant de pouvoir en discuter. Et puis voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Arthur pour cette présentation. Donc à nouveau, vous retrouverez les contacts d'Arthur Cohen dans sa présentation qui vous sera diffusée à la fin. Je vais maintenant laisser la parole à Anthony Gadiou de la société Metron qui va nous présenter. Alors on n'a pas encore... voilà, on est sur la page de votre présentation, Anthony. Ok, super. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend aussi. D'accord, très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anthony Gadiou, je suis Chief Digital Officer chez Metron et ça fait 7 ans que je travaille donc chez Metron sur la stratégie produit. Alors, ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est dans un premier temps, qu'est-ce que l'on est capable de faire aujourd'hui avec la data industrielle et avec l'intelligence artificielle, puis regarder un petit peu aussi la vision pour le futur, qu'est-ce que ces technologies vont pouvoir apporter. Faire un point évidemment sur les technologies en tant que telles, et puis derrière, le plus important me semble vous présenter un use case, un cas concret d'un de nos clients papetiers. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter très rapidement Metron, qui est une société qui a été créée en 2013. On est à la croisée des chemins, on va dire, entre le digital et l'énergie, avec des sujets d'actualité comme l'industrie 4.0 et la transition énergétique, avec cette hyper-digitalisation de l'énergie, cette distribution et décentralisation aussi des systèmes énergétiques. Donc, on a choisi vraiment de se spécialiser, de se concentrer sur l'énergie, et on fournit donc une solution digitale aux industriels pour les aider à améliorer leur gestion de l'énergie. Et on traite notamment des sujets d'efficacité énergétique, de coûts énergétiques et de réduction d'émissions CO2. Voilà.
On a une implantation qui est internationale. On a très rapidement choisi justement d'adresser ces enjeux énergétiques de manière internationale. C'est aussi parce qu'on travaille avec des groupes industriels qui ont des usines, des sites un petit peu partout dans le monde. On a plusieurs manières de distribuer notre solution d'une manière directe avec des industriels ou même des fabricants de machines dans une approche plutôt d'intégration. Dans les grands groupes industriels avec lesquels on travaille, on va retrouver Danone, Arcelor. Il y en a pas mal d'autres et on travaille avec plus d'une centaine de groupes industriels dans tout type de secteur industriel. Ça passe par l'industrie du papier, par la sidérurgie, la chimie, l'agroalimentaire, etc. On a aussi donc une distribution indirecte où là on va construire des alliances avec des partenaires qui eux vont utiliser et déployer notre solution. Par exemple Dalkia en France. Ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'on arrive réellement à construire une chaîne beaucoup plus complète parce que Dalkia, ayant la capacité d'utiliser l'outil, peut aller aussi jusqu'à contractualiser des gains énergétiques, ce qui nous intéresse. Voilà, et puis on a reçu quelques prix l'année dernière, entre autres Bloomberg, Solar Impulse et le Global Cleantech. Maintenant, avant de rentrer un petit peu dans le détail technique, je voulais vous montrer comment s'articulent les services énergétiques que l'on va proposer grâce à cette donnée et à ces technologies de l'intelligence artificielle. Parce que c'est vrai qu'avec l'IA et la data, on peut rapidement se perdre, et c'est pour cela qu'il est important de suivre, on va dire, une colonne vertébrale métier. Dans notre cas, donc, c'est l'énergie. On va donc proposer une offre graduelle qui va commencer d'abord par de l'energy management digitalisé. Donc là, c'est une plateforme digitale dans laquelle l'industriel va pouvoir collecter l'ensemble de ces données et va pouvoir suivre une approche d'energy management d'ISO 50001 s'il est ISO 50001. Il va pouvoir créer des KPI, faire son monitoring, ses alarmes, éditer ses rapports et au final avoir un suivi global de ces usines et un suivi de la performance énergétique donc de ces usines-là. Par la suite, on peut proposer, on va dire, des services un petit peu plus avancés qui permettront de construire des baselines, des situations de référence, et même d'aller jusqu'à donc du pilotage. Et pour cela, on va utiliser des technologies donc de machine learning, qui sont des approches statistiques. On va être aussi capable de détecter les paramètres qui vont venir influencer, impacter des consommations énergétiques. Et puis par la suite, on peut pousser à l'utilisateur des recommandations pour son pilotage et pour l'aider finalement à atteindre ce qu'on pourrait qualifier d'excellence énergétique. Voilà. Et puis sur le dernier volet, on va encore plus loin. Là, on va plutôt regarder les aspects de simulation, grâce notamment à des digital twins, à des analyses totalement standardisées. Et on va surtout permettre à la plateforme de devenir en quelque sorte un assistant virtuel qui va permettre d'augmenter l'industriel, l'utilisateur, donc dans ses tâches quotidiennes. Il y a des grands enjeux aussi dans cette approche-là, c'est la maturité digitale de nos clients. C'est vrai qu'il y a des maturités digitales complètement différentes en fonction des sites industriels et justement grâce à cette offre comme ça un petit peu sur mesure, c'est aussi quelque chose qu'on peut traiter parce que finalement quand on a un outil digital d'intelligence artificielle, il se nourrit uniquement quasiment de data, donc si on a des problèmes pour la récupérer, ça devient vite un très gros problème. Maintenant, d'un point de vue un petit peu plus opérationnel, comment va se découper, va s'organiser l'utilisation de ces données. Dans un premier temps, on va retrouver l'aspect digitalisation, c'est la collecte de la donnée. Ensuite, les analyses en tant que telles. Et puis derrière, on va dire la mise en place de ces analyses dans un contexte opérationnel, donc à des fins d'optimisation. Alors, comme je vous le disais, j'ai raté une slide. Voilà. Comme je vous le disais, on a vraiment décidé depuis le début de se spécialiser dans l'énergie.
c'est aussi parce que donc on a vu les limites de l'intelligence artificielle lorsqu'elle était utilisée d'une manière que je pourrais qualifier de trop générique. Et donc pour cela, on a décidé donc de se spécialiser dans l'énergie pour tirer le maximum de profit de ces technologies-là. Parce qu'en fait, quand on regarde ce processus ici découpé en 3 étapes, eh bien, on s'aperçoit que même si on parle de data, même si on parle d'intelligence artificielle, finalement, tout ça est très manuel. Collecter de la donnée, c'est passer beaucoup de temps à la qualifier, à la connecter, à la stocker. Et c'est quand même un processus assez manuel, en tout cas au début. Et les analyses, là encore, derrière analyse se cachent finalement tous les nouveaux métiers de l'intelligence artificielle, à savoir data scientist, data analyst. Donc là encore, c'est quand même une approche manuelle. Et en termes de vision, il nous semble important de travailler justement pour rendre cette chaîne la plus simple, fluide et automatisée possible. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'idée et je pense la vision que vont suivre l'ensemble de ces technologies-là. Et pour ça, il y a un certain nombre de choix technologiques, mais pas que l'on a fait justement pour créer en quelque sorte cette Energy Virtual Assistant qui va permettre d'augmenter l'Energy Manager, parce que dans notre cas, c'est le principal utilisateur de la plateforme. Donc sur l'aspect digitalisation, on pense tout de suite à la data, la donnée issue des capteurs. Nous, on attache aussi beaucoup d'importance à créer une base entièrement digitalisée qui va au-delà de la data. C'est par exemple ce qu'on a appelé le mapping énergétique. Et je vous le présenterai un petit peu après. Et ensuite, on a aussi créé des bases de connaissances, là encore entièrement digitalisées, dans lesquelles on va retrouver l'ensemble des connaissances optimisation énergétique. Et sur ce socle, sur cette base digitale, derrière, l'intelligence artificielle et ou des utilisateurs humains vont pouvoir travailler d'une manière plus simple et surtout plus automatisée sur les aspects d'analyse. Donc là, on va parler de prédiction, de détection de dérives, de benchmark ou de solutions, de simulation, pardon. Alors, pour faire un point sur la technologie, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend parler d'IA, malheureusement, l'IA se cache derrière l'IA toujours du machine learning. On en entend parler tous les jours dans les médias du machine learning. Et pourtant, l'IA, c'est un ensemble de technologies qui vont permettre à la machine, qui vont lui apporter des capacités cognitives. Et derrière ce groupe IA, cette catégorie IA, se trouve tout un tas d'autres technologies qui sont tout aussi intéressantes. Et c'est pour ça que très rapidement, on a choisi de coupler ces technologies, par exemple les ontologies, au machine learning. Et les ontologies, c'est justement ces bases de données qui vont être utilisées pour structurer de la connaissance humaine. Dans notre cas, on va les utiliser pour stocker la connaissance énergétique. Et donc, c'est là où on va retrouver l'ensemble des règles de la physique, de la thermodynamique. Et tout ça est digital, bien entendu. Donc là, avec les ontologies, on va apporter réellement une capacité de raisonnement à la machine. Et avec le machine learning, pour le coup, on va apporter une capacité d'apprentissage. Donc dans cette intelligence artificielle-là, on est capable donc d'injecter de la donnée industrielle, mais aussi de l'expertise en énergie. Et on a chez nous pas mal de personnes, justement, qui viennent enrichir constamment aussi bien les modèles, les optimisations donc présents dans cette intelligence-là. Voilà. Maintenant, je pense que le plus intéressant, c'est de vous montrer un cas concret, un use case. Voilà, donc c'est une usine, un de nos clients papetiers en Colombie. C'est plutôt une très grosse usine. Ils ont une facture globale, toute énergie confondue, d'environ 13 millions de dollars, une consommation d'électricité de 42 gigawattheures par an. Et
un niveau de digitalisation qu'on a qualifié de médium, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt de bons équipements industriels sur la partie process. C'est un petit peu moins digitalisé et connecté sur l'ensemble de l'usine. Voilà. Ce qui nous va très bien, puisque dans notre cas, nous avons travaillé justement sur le process papier. Donc la première étape, c'est la collecte des données. Donc ici, on vient disposer un concentrateur de données sur le site industriel qui a la capacité, au travers de protocoles, de se connecter à des compteurs d'énergie, des capteurs, des automates, des systèmes SCADA, de l'ERP aussi pour récupérer des données de process ou des données financières, et aussi donc de récupérer des données de services externes comme données météo ou marché d'énergie. Voilà. Et dans ce cas-là, on a réussi à récupérer 1 an d'historique, ce qui est quelque chose d'important. Eh bien parce qu'on sait que tous ces services qui vont fonctionner avec du machine learning ont besoin d'historique, de données historiques pour apprendre, pour créer un modèle robuste. Donc quand on en a directement, c'est vrai que ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Deuxième étape sur cette phase de digitalisation, on crée un digital twin. Je vais tout de suite passer sur la petite démo, voilà, que l'on voit ici, hop, et qui devrait se lancer. Donc là, sur cette interface de notre produit, l'utilisateur peut créer une copie virtuelle du contexte énergétique de son usine. Pourquoi on fait ça? Parce que chaque usine, en fait, est différente. Et c'est donc important que notre produit, la plateforme, ainsi que l'IA qu'il y a derrière, ait une bonne connaissance du contexte industriel et du contexte énergétique. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est en effet un utilisateur qui va créer ce mapping énergétique. Ça consiste à faire la liste de l'ensemble des actifs qui consomment, produisent ou stockent de l'énergie, ainsi que l'ensemble des vecteurs énergétiques qui y sont connectés. Donc là, on voit qu'il y a notamment une chaudière qui est alimentée par du gaz, qui produit de la vapeur dans une conduite, etc. Et à la fin de ce processus-là, eh bien, il y a une connexion entre ce digital twin et l'ensemble des données qu'on a collectées sur le site. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'à ce stade-là, on va donner, je dirais, du contexte et on va donner une signification à la donnée. Voilà. Et une fois qu'on a réalisé ces 2 étapes, eh bien, l'utilisateur accède donc à un environnement d'energy management dans lequel il va pouvoir donc créer ses KPI, ses tableaux de bord, il va avoir une vue d'ensemble de son usine. Voilà, c'est ce que vous pouvez voir ici. Alors ici, on a même une vue globale d'ailleurs sur les 2 usines, donc les 2 papeteries. Donc, il va retrouver ses KPI concernant sa production, ses consommations énergétiques. Donc là, je vais vous passer un petit peu cette partie-là. Ensuite, on va retrouver l'ensemble des KPI. Donc ici, les indicateurs de performance énergétique. Ça, c'est quelque chose de très important et notamment dans tout ce qui va être normes ISO ou même energy management au sens large. Parce qu'avant de commencer une optimisation basée sur de la data qui peut être assez complexe, il est important d'avoir une vue macro pour s'assurer par la suite que l'optimisation qu'on a mis en place est bien réellement en train de générer des gains. Voilà. Il a aussi la possibilité donc de suivre l'ensemble de ses consommations énergétiques. Donc tout ça, toutes ces informations-là, c'est fait à l'échelle d'une usine, mais ça peut très bien être fait aussi à l'échelle d'une machine ou à l'échelle d'une ligne de production. Hein. On travaille aussi avec des fabricants de machines, donc ça marche très bien. Là, c'est intéressant ce dashboard-là. On peut voir que l'Energy Manager du site suit l'ensemble de ses gains qu'il a réalisés, notamment sur la production de la vapeur. Et ici, la courbe qui est en pointillé est ce qu'on appelle une baseline, c'est-à-dire une situation de référence de la consommation vapeur. Et cette baseline permet, une fois qu'on est venu ici mettre en place une optimisation, bien de comparer ce qui aurait été la consommation en vapeur avant l'optimisation par rapport à la consommation réelle. Et donc en fait le décrochement ici, le delta entre les 2 courbes, eh bien c'est justement les gains sur la vapeur qu'on est venu réaliser. Voilà.
Et justement, je vais vous présenter en détail cette optimisation. Bon, je ne vais pas vous montrer le process papier, je pense que vous le connaissez certainement bien mieux que moi. Mais globalement, tout ça pour dire que dans ce process-là, nous, on est venu se concentrer sur la dernière étape, c'est-à-dire l'aspect séchage qui consomme ici le plus d'énergie. Donc, on a eu comme approche, en fait, de prendre la data donc de consommation de la vapeur et de venir, comment dire, avec un ensemble de 100 autres variables issues de la machine à papier, regarder les corrélations qu'il y avait entre ce paramètre de consommation et l'ensemble des autres variables. Voilà. Et donc, grâce à cette approche-là, on va être capable de voir quels sont les paramètres qui impactent le plus la consommation vapeur. Et donc, si je reviens sur le schéma précédent, on peut voir ici qu'il y a un certain nombre de données, dont les agents chimiques qui sont injectés ici dans le mix, eh bien, qui vont avoir un impact sur la vapeur. Et ici, l'agent chimique, c'était un paramètre sur lequel l'opérateur de la machine eh bien, a la main et joue continuellement. Et il se trouve en fait que plus l'opérateur ajoute d'agents chimiques, plus le mix va donc être on va dire liquide, enfin en tout cas il va contenir de l'eau qu'il va falloir extraire au fur et à mesure du processus. Et l'extraction d'eau eh bien, va générer des consommations de vapeur. En revanche, s'il ne met pas assez d'agents chimiques, oui, il va réduire sa consommation en vapeur, mais il peut prendre le risque de casse-papier. Voilà. Donc il y a un optimum, et c'est sur cet optimum que l'on a travaillé. Donc en fait, grâce à ces approches, à ces modélisations statistiques et à des algorithmes d'optimisation, eh bien, on est venu trouver cet optimum. On a regardé notamment dans les données passées, on a détecté les meilleurs scénarios et on a cherché à les rejouer dans le présent. Et ça, c'est le dashboard que vous pouvez voir ici, donc qui est le dashboard de l'opérateur de la machine. Qui a en continu eh bien, la recommandation poussée par Metron sur le dosage idéal qu'il doit apporter sur son mix. Voilà. Donc ça, c'est des informations qui remontent en temps réel et qui redescendent sur le site au plus près de l'opérateur. Et ensuite, il peut voir sur son dashboard là un ensemble d'autres informations KPI qui ont du sens pour lui et qui lui permettent justement de conduire au mieux son optimisation. Voilà. Et concernant justement cette optimisation, l'idée à chaque fois pour nous, c'est de respecter les critères de performance et de qualité et de se dire finalement à ISO production, ISO performance, ISO qualité, on va être capable de consommer moins d'énergie. Voilà. Et en conclusion sur cette optimisation, donc la plateforme a permis donc de générer 90 000 dollars d'économie par an. On a aussi l'équivalent donc en CO2. Par conséquent, on a aussi économisé de l'agent chimique. Voilà. Et ensuite, déjà la mise en place d'une plateforme d'énergie management permet aussi d'économiser du temps humain, notamment sur tout l'aspect reporting énergétique. Voilà. Et donc, en conclusion, eh bien, j'espère que cette présentation-là vous aura permis de voir un petit peu plus en détail aujourd'hui ce que l'on est capable donc de faire avec ces technologies, voire même comment elles risquent d'évoluer demain. Voilà, et puis aussi considérer que finalement cette data et l'IA ne sont que des outils et doivent être raccrochés à des logiques métiers, en tout cas dans notre cas à l'énergie. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Anthony pour cette présentation. Nous arrivons déjà à la fin de l'heure que nous nous étions donnée pour réfléchir
s'informer ensemble sur le sujet de l'éco-efficacité. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces 3 approches différentes et que ces 3 approches vous permettront de nourrir vos réflexions sur le sujet. On n'a pas eu le temps de faire les questions et je m'en excuse, mais je vous invite vraiment à contacter nos intervenants. Vous recevrez leurs coordonnées dans les slides que nous allons vous partager très rapidement aujourd'hui ou demain. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Je vous rappelle que notre prochain rendez-vous est le 4 février et le sujet traité à cette occasion-là sera l'optimisation des process. Voilà, je vous remercie de nouveau et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt.